Bonjour, donc on aborde le chapitre Induction 3. Dans cette première vidéo, je vais reprendre avec vous les quelques informations que je vous avais données en cours en direct l'autre jour. Donc j'irai peut-être un petit peu plus vite, mais je voudrais rappeler l'essentiel pour que au moins vous l'ayez dans la vidéo. Alors, je reviens pas sur les différents types de dispositifs dans lesquels l'induction joue un rôle, ils sont nombreux et ils sont importants. Et je pars directement sur comment fonctionne l'induction, hein, quelles sont les principales lois qui permettent d'expliquer les phénomènes. La première chose, c'est de savoir orienter les contours et les surfaces dans l'espace. On en a toujours besoin en physique, et en particulier en induction. Lorsque vous avez un contour quelconque, donc un contour c'est une surface, c'est une courbe fermée, ça délimite forcément une surface au-dessus. Cette surface, elle a forcément deux faces. Même si elle n'est pas plane, elle a un dessus, un dessous. Pensez à une nappe, par exemple, hein, ça a forcément deux faces. Et ces deux faces, on peut choisir de prendre le sens positif dans un sens ou dans l'autre. Et ça va être lié au sens d'orientation du contour par la règle de la main droite, qui va nous permettre de relier le sens d'orientation qu'on va choisir pour une courbe fermée, ce qu'on appelle un contour, et le sens résultant pour la surface entourée par le contour. Donc là, on compte positivement tout ce qui va passer dans ce sens-là. Et là, on va compter positivement tout ce qui va passer dans l'autre sens. C'est deux choix possibles, ça ne conditionnera pas la physique qu'on va faire derrière, mais on en a besoin pour écrire les équations. Voilà. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à définir une grandeur très importante en physique qu'on appelle le flux d'un champ de vecteurs. On va commencer par le fluide B parce que c'est celui qui sert en induction. Si vous avez une surface quelconque, une nappe, et que vous pouvez définir B partout sur cette surface, puisque c'est un champ, hein, donc il est défini partout et en particulier sur la surface, vous pouvez définir son flux, qui est la somme sur toute la surface des produits scalaires B scalaire ds, où ds désigne le petit élément de surface ici. Alors, c'est un produit scalaire entre deux vecteurs, B c'est simplement le vecteur champ magnétique, et ds c'est un petit vecteur qui a pour norme eh bien, la norme de la valeur de la surface qu'on a délimitée avec la petite découpe ici, et qui est normale à la surface localement, et qui a pour sens eh bien, le sens d'orientation qu'on a choisi pour la surface. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai orienté le contour comme ça fait une surface orientée vers le haut, et donc le ds est comme ceci. Voilà. Alors pourquoi c'est important? Parce que vous voyez que le flux dépend du sens de ds, donc de l'orientation de la surface. Vous n'aurez peut-être pas le même flux que votre voisin s'il a orienté sa surface dans l'autre sens. C'est pas grave, puisque ça ne va pas changer à la fin ce qu'on va trouver, mais on en a besoin. Cette quantité, elle vient du fait qu'on trouve ça en mécanique des fluides, hein, ces grandeurs. Vous imaginez que là, par exemple, au lieu que ce soit B, ce soit la vitesse d'un fluide, eh bien ce flux va nous permettre de définir le débit et des choses comme ça. Bon, nous, en électromagnétisme, on n'en a pas besoin, mais en fait, c'est la même définition qu'on trouve en mécanique des fluides en remplaçant B par quelque chose sur le fluide. Vous allez voir ça l'année prochaine. Alors, il y a des cas particuliers importants. Donc, si B est uniforme sur la surface, on peut le sortir de l'intégrale, hein. Et donc, on a le B fois la somme sur la surface des petits vecteurs ds sur toute la surface. Et si en plus les vecteurs ds, ils ont tous la même direction, eh bien, c'est très simple, hein, ça revient à dire que la surface est plane, par exemple sur le dessin du dessous, là. S'ils ont tous la même direction, eh bien, il suffit simplement d'écrire le vecteur ds, c'est ds sans vecteur fois le vecteur normal, qui est le même partout. Et donc, en fait, somme de ds fois n, ça fait simplement le vecteur surface, hein, qu'on va noter comme ça, avec la norme de ce vecteur qui est la surface totale et la direction qui est normale à la surface orientée selon le sens d'orientation. Donc voilà comment on calcule un flux dans les divers cas. Et puis il y a un cas encore plus particulier, hein, si B est en plus orthogonal, bon bah là il n'y a même pas de produit scalaire à calculer, c'est directement soit B fois S, soit moins B fois S, où là B désigne la norme de B. Voilà, donc on va se retrouver dans ces cas-là assez souvent, il faut savoir faire la part des choses. La grande loi de l'induction, la première loi qu'on voit, c'est la loi de Faraday, qui se sert justement du flux, hein, et qui va nous dire que quel que soit le contour qu'on va définir dans l'espace, il va y avoir une force électromotrice qui peut apparaître sur ce contour,
qu'on appelle la force électromotrice induite, et qui a pour expression E égale moins dφ sur dt, où φ est le flux magnétique à travers la surface qui s'appuie sur le contour C. Alors, E n'est pas n'importe comment, hein. E, cette force électromotrice, elle est par définition algébriquement définie dans le même sens que le contour. Donc voilà, elle est comme ça, E égale moins dφ sur dt dans le sens du contour. Phi, c'est le flux magnétique, défini évidemment avec un vecteur ds compté dans le sens de l'orientation de la surface. Première conséquence, c'est la variation du fluide B qui permet de faire apparaître une force électromotrice sur le contour. C'est pas parce que vous avez un flux que vous avez de l'induction. Il faut que ce flux varie au cours du temps. Il faut que ça, ce soit pas nul. Et si on a ça qui varie au cours du temps, alors il y a une FEM induite, une force électromotrice, une tension quoi, hein, qui apparaît le long du contour. Donc on va voir toutes les conséquences qu'aura cette force électromotrice induite. Et on voit directement que pour appliquer la loi de Faraday, eh bien, il faut avoir précisé avant toutes les orientations. Parce que sinon, phi, je ne sais pas ce que c'est. Il y a deux manières de le définir. Et E, je ne sais pas ce que c'est parce qu'il y a deux sens possibles pour le définir. Donc il faut absolument préciser toutes les orientations avant même de définir quoi que ce soit comme grandeur en induction. Ce sera important. Et l'induction, c'est encore plus que la mécanique, le règne des schémas. Si vous ne faites pas de schéma dans une situation d'induction, eh bien, toutes les équations que vous écrivez peuvent être vraies ou fausses, suivant le sens d'orientation que vous avez pris. La deuxième grande loi de l'induction, ce n'est pas une loi quantitative, c'est plutôt une loi qualitative, mais qui est très utile aussi, c'est la loi de Lenz. La loi de Lenz, qui est une loi de modération, nous dit que les phénomènes d'induction tendent toujours à s'opposer aux causes qui leur ont donné naissance, quelles que soient ces causes et ces conséquences. Alors parmi les conséquences de la loi de Lenz qu'on va rencontrer, imaginez par exemple que vous ayez un circuit conducteur qui est soumis à un flux magnétique variable, comme ce qu'on a vu en exercice. Eh bien, toutes les conséquences des phénomènes d'induction, en particulier éventuellement les courants induits, vont tendre à s'opposer aux causes qui leur ont donné naissance. Si c'est une variation de flux, par exemple, eh bien, les courants induits vont créer un champ magnétique qui va s'opposer à la variation de flux qu'on impose au circuit. Il y a aussi toutes les forces. À chaque fois que vous avez des forces magnétiques qui vont intervenir, des forces induites, des forces dues au courant induit, par exemple, eh bien, à chaque fois, ça va s'opposer aux causes qui leur ont donné naissance. Par exemple, le déplacement d'un conducteur dans un champ magnétique, eh bien, s'il y a des courants induits et des forces de Laplace, eh bien, ça va tendre à s'opposer au mouvement du conducteur qui donne naissance au phénomène magnétique, au phénomène d'induction. Pareil pour les aimants. Bon, en fait, là, je détaille pas trop parce qu'on va les rencontrer au fur et à mesure des situations, mais c'est très important d'avoir cette loi en tête et surtout de la vérifier à chaque fois sur chaque exercice. Parce que, en fait, si cette loi n'est pas vérifiée, ça veut dire que vous avez probablement fait une erreur de signe ou quelque chose comme ça. Et ça permet de détecter les erreurs de signe très facilement. Voilà. Alors le premier exemple sur la loi de Lenz, il est important de bien le comprendre. Vous avez par exemple une petite spire, alors elle est conductrice celle-là, donc il peut y avoir un courant sur cette spire, j'ai mis la surface intérieure colorée ici, et puis un champ magnétique uniforme dirigé comme ça vers le haut. Comme d'habitude, on oriente la surface pour pouvoir faire le raisonnement, et le contour aussi, voilà. Donc avec la règle de la main droite, on voit que le surface et contour sont compatibles. Et puis après, par exemple, on va augmenter B dans ce sens-là. Donc comme le flux est compté positivement vers le haut et que j'augmente B vers le haut, là le flux il est en train d'augmenter à travers la surface. Comme le flux est en train d'augmenter, ça fait une force électromotrice ici qui est négative. Alors pourquoi négative? Parce que c'est E égale moins dφ sur dt. Donc si phi augmente, là, sa dérivée est positive, avec le moins, c'est quelque chose de négatif. Une force électromotrice négative, ça fait un courant induit positif dans le sens opposé à la FEM. C'est juste un circuit passif, ça c'est une simple résistance. Donc si vous avez une force électromotrice négative, I va réellement aller dans l'autre sens. Donc vous avez un courant induit qui va se développer dans ce sens-là positivement. Et ça, on a vu que ça pouvait créer un champ magnétique autour de la spire, qui ne va pas forcément être uniforme, mais qui va créer un flux sur la spire, et ce flux il va être vers le bas. Règle de la main droite, essayez avec I induit dans ce sens-là, vous aurez un B induit dans l'autre sens, enfin vers le bas. Et ça, on voit que vu que le flux il augmentait positivement vers le haut,
eh bien, ce B induit va en fait créer un flux de B vers le bas. Et donc, le champ induit et le flux induit va s'opposer à l'augmentation du flux qu'on essayait d'imposer depuis le début. D'où le premier exemple sur la loi de Lenz. Voilà, c'est un exemple, on en verra plein d'autres dans la suite, hein. Évidemment, si au lieu d'augmenter le flux dans ce sens-là, on le diminuait, eh bien, on aurait l'inverse, et donc la loi de Lenz serait toujours vérifiée. Voilà, il faut toujours vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, qui est une vidéo d'introduction, on verra la suite après.